Je vais parler un peu du collectif d'avocats réunis autour des leaders d'opinion ou de tous ceux qui participent à la lutte pour la liberté dans notre pays. L'histoire du collectif d'avocats est une histoire d'un regroupement d'avocats libres et indépendants qui se sont retrouvés pour se poser des questions de l'existence du droit et de la pratique de la justice. Et ce collectif qui regroupe environ 60 personnes, 60 avocats, je précise libres et indépendants, bien qu'il y ait des militants dans la composition de ce collectif, donc est un collectif qui s'est posé des questions sur l'existence du droit, l'effectivité du droit au Cameroun. Alors, ce collectif aujourd'hui baptisé Sylvain Sop, le nom de baptême qu'on a pris à la suite du décès du premier coordonnateur, Maître Sylvain Sop, membre du Conseil de l'Ordre, qui est décédé en janvier 2020, je pense, c'est 2020, c'est 21, qui est décédé et nous avons pris conscience du fait que le collectif qui était un regroupement informel devait prendre déjà une certaine forme. Nous avons baptisé ce collectif en prenant son nom pour perpétuer ses œuvres et pour perpétuer l'idée que nous partagions en commun. Alors, le collectif, au moment du décès de Maître Sylvain Sop, avait déjà réalisé ce petit bilan que je vais vous présenter. Nous sommes rendus au décès de Maître Sop à 1079 procédures que nous avons faites pour l'encadrement des manifestants pacifiques réunis sous l'égide du MRC et alliés qui exerçaient un droit constitutionnel en 2019 et qui avaient subi des arrestations arbitraires, suivi des détentions arbitraires et des procès rocambolesques. Donc, nous étions rendus au décès de Maître Sop à 1079 procédures. Nous avions perdu 737. On avait gagné 77. Et il restait 265 procédures en cours, parmi lesquelles on pouvait compter les 204 communications qui avaient été faites au niveau de Genève. Et de ces 1079 procédures, nous avions engagé ensemble 437 procédures d'habea corpus et 7 étaient en cours. 7 étaient en cours, en pouvoir, devant la Cour suprême du Cameroun. Et ces procédures restent toujours en cours jusqu'à ce jour. Et à ces procédures, pendant devant la Cour de la Cour suprême du Cameroun, nous avions entre-temps engagé encore 2 autres. Donc voilà le bilan que, je peux dire, le testament qui a été laissé par Maître Sop. Et aujourd'hui, avec des nouvelles vagues d'arrestations intervenues à l'occasion des marches du 22 septembre, programmées pour le 22 septembre 2021, où nous avons assisté à des arrestations de 793 personnes. Le collectif aujourd'hui a dans son décompte 126 personnes encore arbitrairement détenues. Sur les 126, il y a 125 qui passent devant les juridictions militaires et il y a encore une procédure pendante qui concerne un des détenus arbitraires qui est traduit devant le tribunal de première instance de Yaoundé et Kounou, et sa procédure est encore en cours. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui à 224
procédures d'habeas corpus où nous les avons toutes perdues. Donc, ces 224 procédures ont été déclarées non fondées pour certains, et d'autres, certains juges se sont déclarés même incompétents. Et la troisième vague, c'est des juges qui ont pensé que l'habeas corpus que nous avions introduit pendant que les personnes étaient encore sous détention arbitraire n'était pas nécessaire parce que ces procédures ont été jugées irrecevables. Donc voilà donc le collectif présenté brièvement avec ses activités depuis les nouvelles marches du 22 septembre qui sont en cours. Je précise que le collectif continue à contester la compétence personnelle du tribunal militaire, devant lequel 125 doivent répondre. Et le collectif s'appuie sur la Constitution de la République et s'appuie sur la jurisprudence des juridictions internationales et des juridictions régionales. Et nous ne comprenons pas pourquoi, depuis que nous avons soulevé ces exceptions devant les magistrats, devant les juges d'instruction, que ces tribunaux continuent à poser des actes d'instruction sans toutefois se prononcer sur leurs compétences. Et cela pose le problème que nous rencontrons au quotidien dans notre pratique professionnelle, celui d'une justice qui reprouve l'application de ses propres textes. Donc, on ne comprend pas comment une justice qui se veut indépendante et qui est rendue sur la base des textes en vigueur et au nom d'un peuple qui a employé, qui a accepté des instruments juridiques, que des juges trouvent des moyens pour s'en écarter. Donc, cela pose ce problème et c'est une difficulté majeure à laquelle la défense se heurte, et on se retrouve dans une situation où nous pouvons valablement soutenir que nos clients subissent une torture désormais judiciaire. C'est-à-dire, après avoir subi la torture des éléments de police, d'une police administrative barbare, subi des tortures dans des centres de détention. Après cela, la torture s'est transportée dans le pénitencier, où nos clients subissent également des actes et plusieurs types d'actes de torture. Et voilà que justice ne peut pas leur être rendue à travers les rejets d'habeas corpus, à travers les refus de leur conduire devant les juges d'habeas corpus, à travers des bastonnades, il faut le dire, que subissent les avocats. Nous pouvons dire que la justice s'est écartée des principes, n'est-ce pas, des principes qui doivent guider la justice dans un état de droit, et il se déroule et il se passe sous le ciel camerounais ce que j'appellerais la torture judiciaire. Alors, pourquoi nous avons accepté ces dossiers? Je vous ai dit que les 60 avocats qui composent le collectif Sylvain Sop, c'est un regroupement d'avocats libres et indépendants. Et beaucoup de gens doivent se demander pourquoi dans cet univers où de non-droit, est-ce que le métier d'avocat peut exister? À première vue, c'est pas facile d'accepter ce genre de dossier dans ce genre d'univers où on connaît déjà l'issue des procès, où la balance est tellement déséquilibrée que on connaît déjà quelle est l'opinion du juge lorsqu'on se rend devant lui. Ce n'est pas facile que l'on trouve au sein d'un barreau des gens qui acceptent se faire humilier à la police, des avocats qui acceptent pour la défense de leurs clients aller se faire humilier à la gendarmerie. Nous avons subi tout cela, nous subissons au quotidien ces humiliations, même
de la part de certains magistrats, surtout les magistrats qui sont en charge de ce genre de dossier. Dit-on signaler. Parce qu'il suffit, et nous l'avons constaté, qu'un dossier porte la mention au crayon MRC pour que le juge se rende compte, ou le magistrat qui doit traiter le dossier, sache que cette mention manuscrite au crayon voudrait dire qu'il ne doit pas appliquer la règle de droit. Donc nous le dénonçons et nous le faisons chaque jour. Pourquoi nous le faisons? Je dois dire que notre serment d'avocat comprend une dimension humanitaire. C'est-à-dire, nous exerçons notre fonction avec humanisme. Dans une société où des gens doivent s'exprimer, et que si des gens doivent faire de la prison tout simplement parce qu'ils ont exercé leur liberté d'expression, exprimer leur opinion, c'est-à-dire exprimer une opinion convergente à celle de l'establishment, et que ceux-là doivent subir la prison, c'est que c'est un problème. S'il n'y a pas des avocats pour être à côté d'eux, toute la société a tort, et comme la parole est le principal instrument de l'avocat, ça veut dire lorsque le citoyen sera sévèrement puni ou bien sévèrement reprimé ou atteint dans ce droit fondamental, la profession d'avocat doit cesser d'exister. Et si la profession d'avocat cesse d'exister, la justice doit cesser d'exister. Les deux vont de pair. Il n'y a pas une justice conçue sans défense. Et c'est pour ça que, de l'avis du collectif, nous sommes en train de construire, d'expérimenter l'exercice du droit au silence. Parce que voyez-vous, à quoi ça sert d'aller devant une justice où on sait que les dés sont pipés? Si les dés sont pipés à partir de l'officier de police judiciaire qui se trouve être le prolongement de l'instrument de l'oppression de l'État, et que le juge lui-même devient le principal instrument qui prolonge l'oppression de l'État, d'emblée, on constate que la défense ne doit pas exister et il appartient aux citoyens d'exercer, n'est-ce pas, lorsqu'il fait face à ce genre de pratiques, d'exercer un droit concurrent qu'on appelle le droit au silence. Nous avons constaté à l'occasion des procédures que systématiquement la police camerounaise, suivie par les magistrats en charge des dossiers, pratique l'auto-incrimination. Vous êtes arrêté sans fait. Monsieur Bibou Nissa, par exemple, il est arrêté chez lui. Il n'y a pas de fait. Sous des prétextes, il est conduit chez lui. Et aujourd'hui, nous entendons des gens proclamer la présomption d'innocence. Quelqu'un qui est chez lui et qui s'apprête à sortir, est-il coupable ou innocent? La police camerounaise dit qu'il est coupable. La justice dit qu'il est coupable. Et par rapport au fait, il n'y a aucun fait contre lui. En vertu de quoi on le déclare coupable? C'est pour ça qu'au niveau du collectif, il y a toute une opinion qui préconise que non seulement nos clients d'opinion, c'est-à-dire nos clients qui entendent exercer leurs droits constitutionnels, l'exercice de la liberté d'opinion et l'exercice de la liberté de manifester, et autres, lorsqu'ils sont arrêtés arbitrairement dans ces conditions et détenus arbitrairement dans ces conditions, nous leur recommandons l'exercice du droit de silence. Et il en est de même pour tout le monde. Lorsque vous allez faire face à cette justice, à cette justice truquée, votre seule défense doit être l'exercice de votre droit de silence, qui est un droit constitutionnel. Donc nous avons accepté ces dossiers, voudrais-je conclure, pour perpétuer la dimension humanitaire de notre serment et pour participer également, n'est-ce pas, au combat, c'est-à-dire à la lutte pour la liberté d'expression dans notre pays et pour la démocratie. La principale difficulté pour soigner cette société malade, c'est que le langage de communication entre les avocats, le citoyen
et les organes de répression, c'est la loi, le code de procédure pénale. Au niveau de la défense, nous avons l'impression que les autorités judiciaires ne veulent pas appliquer le code de procédure pénale. Et ça pose un problème. Si les officiers de police judiciaire et les magistrats ne veulent plus obéir à cet instrument de communication commun entre le citoyen, sa défense et la justice, ça veut dire que les prisonniers ou ceux qui sont détenus arbitrairement du fait de leurs opinions ou du fait de l'exercice de leurs droits constitutionnels sont des victimes d'autres lois qui ne sont pas rendues publiques. Ce sont lesquelles? Donc, voilà la première difficulté. La première difficulté à la défense, c'est d'abord de déterminer la loi qui est en train de s'appliquer à son client. Parce que de notre côté, nous pensons qu'on est en train d'appliquer le code de procédure pénale, alors que les autorités répressives appliquent autre chose que le code de procédure pénale. La deuxième difficulté, c'est l'exercice des violences. Violences qui s'assimilent à des tortures sur nos clients et violences sur les avocats. Jusqu'à une récente date, au service central de recherche judiciaire du Cameroun, l'avocat devrait se déchausser. L'avocat devrait se faire fouiller pour avoir accès à son client. Et fouiller veut dire que l'avocat se soumettait à ce que des gendarmes le palpent jusqu'aux parties intimes, déchaussés devant une cohorte d'autres gendarmes, et qu'en fin de compte, on conduit son client devant lui avec des gens armés tout autour. L'entretien confidentiel qui est obligatoire et accepté par tous les peuples entre l'avocat et son client n'était pas, n'est-ce pas, et n'est pas jusqu'à présent quelque chose, une pratique acceptée par les officiers de police judiciaire au Cameroun. La consultation des dossiers. La consultation des dossiers, il faut toute une bataille pour que les officiers de police judiciaire acceptent que, préalablement à l'audition, que l'avocat consulte le dossier contre lequel, n'est-ce pas, son client doit répondre. Si vous êtes entendu sans consultation des dossiers, c'est-à-dire sans savoir sur quel fait vous devez répondre, sans savoir quelles sont les preuves qui sont réunies contre vous, à ce moment-là, qu'est-ce qui entre en jeu? Et la question rituelle, c'est que, qu'est-ce que vous savez de l'affaire qui vous amène ici à la gendarmerie ou à la police? Et c'est ce que nous reprouvons, cette pratique de l'auto-incrimination. Ça veut dire que de votre récit, l'officier de police judiciaire doit retirer les éléments à charge contre vous parce qu'il n'en a pas. Et comme il n'en a pas, pourquoi vous êtes aux arrêts? Et c'est ça que nous décrions, et c'est ça qui constitue des difficultés d'exercice. Donc vous êtes là, vous êtes appelé à la gendarmerie pour assister votre client. Dans la tête des officiers de police judiciaire, la police ou la gendarmerie, assister veut dire regarder, c'est-à-dire les laisser faire. Lorsque vous faites des observations, ils deviennent tous courroucés. Donc c'est ce que j'ai dit, que c'est ça le langage de communication qui est le code de procédure pénale. Et ce n'est pas ce que le code de procédure pénale a recommandé. Maintenant, lorsque il se trouve qu'il y a une discussion théorique qui s'installe entre l'avocat et les officiers de police judiciaire, il va sans dire qu'il y aura les déséquilibres. Et chaque fois qu'il y a des déséquilibres, l'officier de police judiciaire se souvient qu'il est armé, qu'il appartient à la force publique, d'où des assauts répétés, des assauts agressifs contre les avocats. Et lorsque on moleste un avocat devant son client, c'est pour dire à ce citoyen déjà meurtri par l'incarcération que même ton avocat ne vaut rien. Et que la justice, c'est la violence.
contre cette pratique, nous souhaitons que, et le collectif en est très bien conscient, et fait des merveilles sur la question, nous souhaitons que ce soit une action corporative en faveur du citoyen. Parce que si le citoyen ne doit pas être suffisamment renseigné sur ses droits, parce que sa défense est muselée, sa défense est en péril, la justice serait en péril. Si la défense n'existe pas, il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie et il n'y a pas d'état de droit. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les difficultés de la défense.